suis honoré d'être là, de pouvoir parler de notre petite expérience, effectivement avec une petite expérience, à voir ça pourra devenir. Donc, sur la logique, je vais faire très vite le résumé de notre petite histoire. Mais je m'inscris sur les deux réflexions qu'il y a eu avant, c'est-à-dire que notre cœur de métier fait qu'aujourd'hui on est soumis à des problématiques transfrontalières et que je cherche des solutions. Donc on va pouvoir en parler. Deuxième truc, c'est que le management et la gouvernance, c'est devenu ma réflexion, en tout cas personnelle, prioritaire et un peu plus large que ça, vu qu'on est un groupe. Donc le groupe de personnes qui sont autour de la coopérative, on se pose beaucoup ces questions-là depuis ces 10 dernières années. Et c'est vrai que le fait d'avoir croisé les chemins de Jean-Michel Rasquet ou de toute la réflexion qu'il y a autour d'Estria ou de Kashi ou au travers du master UP, donc j'ai suivi le master ingénierie de projet, et où toutes ces réflexions qu'on a eues, dont a parlé Jean-Michel, a été présent et ça a été très riche pour moi. Et depuis, donc, avec toutes ces réflexions, la possibilité d'aller visiter en Pau, de comprendre comment ils fonctionnaient, de discuter avec eux, de garder aussi un œil sur ces logiques de management. Aldo Vidéo, donc, pour aller très vite, et après, je préfère que vous nous posiez des questions si vous pensez qu'il y a des choses plus importantes à souligner. L'activité de l'audiovisuel, on travaille dans l'audiovisuel, elle naît dans les années 90. C'est la logique de dire il existe des radios en langue basque sur le territoire, est-ce qu'il peut exister une télévision en langue basque de proximité? C'est que des mots, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et on s'est mis en marche là-dessus. Donc c'est initié par Michael Eramouspe à l'époque, président de l'association culturelle Abdullah Kozalud, qui ne faisait pas que de la vidéo, mais lui personnellement il faisait de la vidéo. Et moi, je suis rentré en 93 dans l'histoire en étant étudiant au BTS audiovisuel de Bali et contacté par Michael Eramouspe qui dit j'ai eu une subvention, j'ai de quoi acheter du matériel. Je ne peux pas m'en occuper, je sais que tu sors du BTS, est-ce que tu as prévu d'aller bosser quelque part? Il n'y a pas d'argent pour le moment, mais peut-être qu'il y a quelque chose à créer. Et en 81, ça a mené que objection de conscience et des choses à faire, obligatoires à faire, qu'il y a de l'armée à faire, qui s'est transformé en autre chose. Mais en 97, création de l'association Aldo Vidéo, donc avec l'objectif de travailler sur cette réflexion-là. Avec 97-98, les premières expériences qui s'appelait Elevishta, de cassettes vidéo distribuées chez sous forme d'abonnement. En mensuel, donc en mensuel, on en a sorti un en 98 et un en 99. On n'a pas réussi, ça n'a pas accroché. On avait le modèle de Télé 1000 vaches sur le plateau des 1000 vaches, donc depuis, ça c'est pour donner cette dimension aussi que depuis 97, on ne travaille pas tout seul sur la réflexion de qu'est-ce que c'est une télévision locale, qu'est-ce que c'est une télévision de proximité, qu'est-ce que c'est une télévision, aujourd'hui le mot s'appelle participatif, une télévision participative. Donc toutes ces réflexions-là, on les mène depuis 97 avec la Fédération des vidéos de des quartiers qui regroupe une trentaine de structures en France, dans des quartiers ou dans des zones rurales. Et on est né de la rencontre avec Télé 1000 vaches qui font ça, qui font toujours ça. Alors c'est plus des cassettes, c'est des DVD, mais ils font un DVD mensuel, une émission mensuelle qui diffuse sous forme d'abonnement. Donc ça a été le début. Et puis ici, la société, la population locale ne marchait pas à ça. C'est très vite devenu, il fallait qu'on aille dans la télé, donc on a monté des expérimentations, 2000, 2002, 2006, expérimentation de télévision en hertzien. Donc en 2000, on a monté une antenne au Val-d'Ude. Il y avait, je pense, 6 maisons qui captaient le signal, mais nous on était très contents, ça marchait. On arrivait à envoyer une émission et les gens arrivaient à la voir dans leur télé, sans qu'il y ait de fil entre les deux. Je pense qu'il y avait 6 maisons qui captaient bien. C'est des petites anecdotes intéressantes, c'est-à-dire un jour on se retrouve pendant la période d'émission qui avait duré 7 jours ou 8 jours, on se retrouve à aller chez quelqu'un pour faire un reportage. Et la personne qui nous dit « Ah, c'est super, je regarde tous les jours la télé », elle allume la télé, c'était
ils regardent, c'était de la neige, on voyait à peine, on distinguait les images derrière. Alors on regarde ça, puis on va à la télé, oh, putain, on va tout régler, elle n'avait pas réglé, c'était pas tout à fait bien réglé. Et elle avait regardé pendant une semaine ça, c'était... Bon, ça a été une découverte, alors quand elle a vu en plus que c'était en couleur, elle nous dit « Ah, mais c'est en couleur !» Ah oui, c'est en couleur, après, en 2000, la couleur est arrivée. Donc, et c'était en fait se rendre compte aussi de dire que le besoin existait, était très fort de cette communication de proximité. Après, on a beaucoup affiné qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire juste faire des reportages et les montrer aux gens ? Ou est-ce que c'est dans le mode d'organisation pour faire les reportages aussi qu'il y a des choses à travailler? Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on va aujourd'hui. La télévision participative prend autant en compte de l'idée à la réalisation, tout le travail collectif qui se fait à ce moment-là. C'est pas une équipe de reporters qui va faire des reportages pour les autres. C'est on va réunir les gens, on va les faire réfléchir sur un sujet, on va les faire travailler, avancer jusqu'au moment où il y ait un reportage ou une émission qui puisse sortir. Et en fait, quand ça marche, ça prend beaucoup de force parce que les gens en sont propriétaires. Et donc, ils le diffusent, ils le montrent aux amis, ils en parlent et ils veulent que cette production soit. Donc, ça c'est... donc 2000-2002, on a été plus large, on a fait la même chose, mais en mettant l'antenne à Rond-du-Jara, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Baïgoury, donc on touchait toute la zone Saint-Jean-Pied-de-Port Baïgoury. Et 2006, on a mis 5 émetteurs qui faisaient toute la Basse-Navarre. Et à partir de là, l'environnement a changé, donc c'était plus possible de demander des autorisations temporaires au niveau du CSA. La TNT est arrivée, qui devait être, on avait rencontré Baudis à l'époque, c'était l'avenir des télévisions locales passerait par la TNT. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Je trouve assez négatif sur ce qu'a amené la TNT. C'est-à-dire qu'on a 18 chaînes aujourd'hui gratuites, avec une très bonne qualité de vidéo, mais au niveau du contenu, je suis un peu dubitatif. Et donc à partir de là, depuis 2007, on est stabilisé à peu près dans notre fonctionnement, c'est-à-dire que la télévision locale Canal Loudé a son site internet, sa web TV sur internet, qui est diffusée avec une newsletter, donc qui fonctionne à peu près bien. Et on a un partenariat de diffusion de la chaîne locale TVPI dans laquelle on a 1 heure par jour, une fenêtre d'1 heure par jour. Et nos moyens économiques font qu'on a fait le choix de produire 1 heure par semaine qui est rediffusée tous les jours à des horaires différents toute la semaine. Et on change ça. Donc ça depuis 2008, ça fonctionne comme ça. Et aujourd'hui on réfléchit à l'avenir, mais entre-temps notre activité c'est alimenter ça. Alors en parallèle, la télé n'a jamais été, ça a été déficitaire. Canal Loudé est déficitaire depuis sa naissance. Parce que c'est pas une activité économique viable et puis qu'on ne veut pas l'amener vers ça parce qu'on sait ce que c'est. Les activités de télévision économiquement viables, on sait ce que c'est. L'exemple aujourd'hui qui sortirait le premier, c'était TF1. Donc on sait l'importance qu'a la publicité et l'audimat sur le contenu et cette boucle-là, on ne veut pas y rentrer. Donc peut-être qu'on se trompe, parce qu'on n'est pas riche, mais entre-temps, on veut continuer là-dedans. Donc cette activité déficitaire, et donc en parallèle, s'est développée depuis le début, depuis 1997, une activité économique de prestation de services en local. Faire des films pour des entreprises, associations, des institutions. Alors avec la logique de dire, eh bien, le bénéfice qu'on fera dans l'un va payer l'autre. C'est complètement faux. Hein. Mon expérience dit que ça ne marchera jamais. Si on faisait assez de bénéfices avec la vidéo, on ne s'en mettra pas à faire la télé à côté, on garderait l'argent, et puis c'est tout. Puis il y en aurait plein qui le feraient d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a une activité qui est économiquement à peu près stable au niveau de la vidéo institutionnelle, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, qui est bénéficiaire, juste ce qu'il faut pour qu'on arrive à faire évoluer la structure. Et à côté de ça, on essaye que Canal Loudé, on arrive à trouver des financements pour équilibrer chaque année. Et il y a des années où il y a des ponts de l'un à l'autre, il y a des années où il y a eu une grosse perte dans l'entreprise, et qui ont fait que ça a mis à mal presque le projet de la vidéo globale, mais on arrive à tenir. Donc c'est une expérience collective. On se retrouve en 1997 avec des gens qui sont formés, qui ont un bagage audiovisuel, comme moi, des techniciens, on est 2, 3, 4. On est attaché à notre territoire, mais sans plus. Voilà, moi, à cette époque-là, quand je rentre, je ne parle pas basque, je ne connais pas forcément le territoire. Quand on parle des Aludes, je sais à peu près où c'est, mais pas plus que ça.
J'ai fait mes études en Soule, mais voilà, donc j'ai un peu des notions de territoire, mais je ne connais pas plus que ça. Donc là, et les autres techniciens du visuel sont un peu comme ça. On sait faire de la vidéo, mais notre attache au territoire est à construire. Et à côté de ça, on se rencontre avec des gens qui, eux, par contre, ont un attachement fort à la langue, à dire aujourd'hui, il y a besoin de l'outil qui utilisent la langue basque pour faire de l'audiovisuel, qui sont très attachés au territoire, aux logiques de développement du territoire, et ça devient un groupe, une association. Donc à partir de là, on se met au travail. Donc il y a des réunions très collectives, on décide les choses, très peu de notions économiques à l'époque. On perd de l'argent, on gagne, on ne sait pas. Un jour on a des sous pour faire, on ne sait pas si on se paye, on ne sait pas quelle statut. Ça avance, et puis petit à petit, moi à l'époque c'est des emplois jeunes, on a un emploi jeune, c'est moi qui m'y colle, qui prend le contrat. Et en fait là, ça change la donne parce qu'on se projette à 5 ans. Que moi tout d'un coup j'ai 5 ans d'avance là sur le fait, je ne me pose plus la question de comment je vais être payé pendant 5 ans, vu que le système emploi jeune me permettait de valider ça. Et là, moi j'ai changé de statut, je suis devenu coordinateur de la structure. Et je me suis plongé dans les problématiques économiques. Comment ça coûte, combien d'heures, où est-ce qu'on rentre l'argent. Et de façon autodidacte, jusqu'en 2007, dans laquelle j'ai pu croiser ça avec une réflexion théorique globale en faisant le master IP, qui m'a permis de poser de l'expérience face à de la théorie sur ces questions. Et donc, pour essayer d'aller vite au cœur du sujet, c'est en 2010, on décide de se transformer en SIC, en Société Coopérative d'Intérêt Collectif. C'est le conseil d'administration de l'association n'arrivait plus à suivre notre quotidien. Donc on était une structure, dans les années en 2006-2007, on était un groupe, une unité de travail de 7-8 personnes, avec toutes les problématiques de contrats, avec des contrats différents, des contrats aidés, des contrats plus aidés, des indépendants, des intermittents du spectacle, qui se sentaient tous étant membres et acteurs de ce projet-là, mais avec des statuts différents, pas de direction. Moi j'étais comme les autres, je m'occupais un peu plus de l'aspect comptable, j'étais un peu comme les autres. Et donc des problématiques d'évolution dans l'entreprise, des problématiques de positionnement, des problématiques de où se prend la décision, quand se prend la décision. Les décisions se prenaient en conseil d'administration qui n'étaient pas assez travaillées, où les gens étaient très éloignés de la réalité du quotidien, qui faisait que le lundi, quand on se retient, si la réunion se passait le vendredi soir, quand le lundi on se retrouvait au boulot, nous qui étions là le lundi, on n'avait pas eu de réponse. Donc il fallait qu'on prenne une décision, il fallait qu'on avance. Et donc, j'ai un peu théorisé tout ça avec 2 ou 3 autour de nous, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça m'a permis, le Master IP m'a permis de l'avoir comme un cas d'étude, et ça nous a amené en 2010 à nous transformer en coopérative d'intérêt collectif. Alors là, tout le monde aujourd'hui nous dit est-ce que c'est mieux ? Pourquoi ce choix-là ? J'ai pas de réponse. Alors, l'image que je donne, c'est de dire à un moment donné, j'avais 3-4 portes, j'en ai pris une, on est rentré dedans, la porte elle s'est refermée, mais maintenant que je me retourne, il n'y a plus une porte. Enfin, il y a plus, je peux plus revenir au moment où je suis face aux 4 portes. Donc je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, on est là-dedans. Par contre, aujourd'hui, on est capable de dire là-dedans quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on est rentré dans l'économie. Donc j'ai rencontré tout un monde, la CCI, d'autres entrepreneurs, des réunions d'entrepreneurs, des banques, la relation avec la banque incroyable du jour au lendemain. À partir du moment où on s'était marqué SIC, j'ai pu parler pareil à mon banquier. Donc ça, c'était très intéressant. Alors qu'on faisait exactement du jour au lendemain, on continue à travailler exactement pareil. Là, tout a changé. Et après, on est SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Alors peut-être que je vous en ai parlé ce matin, moi je n'étais pas là parce qu'il y avait mon sujet. Non, Sandrine Lacoste. Ah d'accord. Et bon, donc là, SIC Intérêt Collectif, donc en plus c'est qu'on a les ouvriers ou les salariés qui travaillent, et ensuite il y a d'autres collèges, d'autres partenaires qui sont rentrés, donc on a monté ce groupe-là qui mène aujourd'hui, qui est l'Assemblée Générale de la Société Aldo-Baraque Vidéo. Je pourrais revenir un peu dessus tout à l'heure.
qu'est-ce que je voulais dire par ça? Donc on est SIC. Avantages et inconvénients de la SIC, c'est bon, on a voulu, en se transformant en SIC, pourquoi on ne se transforme pas en scope? Tout simplement. Parce qu'on veut garder le lien avec les bénévoles. D'abord, on a dit, cette activité-là, elle n'est pas née que de nous. Elle est née aussi à toute une frange de personnes, une cinquantaine, on va dire, depuis la création, qui ont participé à divers conseils d'administration et tout ça, qui ont été portés et qui, notre situation du jour n'est pas due qu'aux salariés qui sont là. Sachant que dans le groupe des salariés de 2010, du moment de la transformation de 2009, disons, il y en a qui étaient rentrés là un an avant. Donc aujourd'hui, à un moment donné, ce n'était pas possible que l'avenir de cette structure ne se fonde sur ces gens-là qui n'avaient pas cette expérience, on ne pouvait pas s'en. Donc, pourquoi SIC? Parce que j'ai découvert ce statut-là, que j'ai décidé de travailler dessus, et qu'à partir d'un moment, la porte s'est refermée. C'est-à-dire que il y avait d'autres solutions. Il y avait la solution de créer une filiale à côté de la société, de l'association. Bon, il y avait pas mal d'autres possibilités qui existent encore aujourd'hui, et puis de temps en temps ça revient. On aurait dû faire ça parce que face à certains points particuliers, l'autre solution, évidemment, aurait été beaucoup mieux. Donc là, le changement au niveau économique, on a réussi à garder le contact. L'Assemblée est assez représentative aujourd'hui de ce qu'on fait au quotidien, le projet de télévision locale. Problématique, c'est que c'est très méconnu. Les institutions ne savent pas comment nous donner ou pas des subventions. On peut ou on ne peut pas, ouais, on ne sait pas. La CCI, c'est rigolo, parce que quand j'ai appelé au niveau de la CCI, c'est une petite anecdote, je me permets. J'appelle à la CCI pour dire, oui, voilà, on va créer une SIC. Et le problématique de la CCI, c'était qu'il fallait que je dépose au greffe mon premier dossier, il fallait que j'ai une réponse du greffe qui me dise qu'ils avaient bien reçu le dossier. Cette réponse, il fallait que je l'envoie à la préfecture. La préfecture devait valider l'intérêt collectif, et avec la pièce de la préfecture qui ne pouvait être validée que s'il y avait ce truc du greffe, je renvoyais le dossier qui était définitivement validé à la CCI. Donc j'ai eu une madame au téléphone à qui j'ai expliqué. Voilà, je vais faire ça. Silence. Oui, allô? Je dis, on va faire une chose, je vais raccrocher, vous rappelez tout de suite, moi je ne réponds pas, c'est ma collègue qui va vous prendre. Ça va se passer très bien. Bon, c'était rigolo. Donc après ça s'est très bien passé, on a discuté, à partir de là c'est très bien passé, mais il a fallu qu'on porte, c'était très connu, très méconnu, très méconnu de l'administration des entreprises. On a réussi à le faire et ça continue. Depuis d'ailleurs ils ont changé, il n'y a plus besoin de cet accord de la préfecture pour monter la SIC. Donc aujourd'hui c'est bon, on est une SIC en fait. Dans la plupart des démarches, on est une société. Dans la plupart des autres démarches, on est une association. Et on est toujours une SIC, et puis on se débrouille avec ça. La grosse difficulté, ou le gros questionnement que j'ai aujourd'hui, c'est l'animation de la gouvernance. Donc je sais qu'on est 20. Aujourd'hui, on est 20. On est 20 avec des personnes physiques, des salariés, des bénévoles. Alors chacune, si on vous a expliqué comment fonctionnaient les SIC, chacune des catégories d'associés est une catégorie validée dans les statuts dans laquelle il y a un règlement qui fait qu'on peut ou pas accéder à cette catégorie-là. Donc ça s'écrit au moment de la Constitution. Donc nous on a écrit la catégorie salariée, c'est pas compliqué, il faut avoir un contrat de travail avec la structure. Et après il y a des règlements, si on est des intermittents, il faut avoir fait X heures au moins avant de pouvoir demander à rentrer. Si on est salarié temps plein, il faut avoir passé au moins un temps de temps avant de demander à être associé. Et ensuite, c'est le gérant qui décide de le présenter ou pas à AG. Les bénévoles, il faut avoir été membre du conseil d'administration dans les 10 dernières années avant la création de la SIC. Donc, à partir de là, on s'est limité à une trentaine de personnes qui, aujourd'hui, peuvent venir demander de dire tiens, maintenant j'ai du temps à passer, je veux venir là-dessus, je veux ramener, reconnecter mon expérience de l'époque au projet tel qu'il est aujourd'hui. Après, il y a les usagers, ça c'est une catégorie obligatoire dans la SIC, c'est qui utilise le service. Et donc là, ça a été une grosse question parce que ce qui utilise le service de la télé, c'est le téléspectateur. Donc si chacun des téléspectateurs qui vient me voir tous les jours en me disant j'ai vu telle émission et je veux rentrer dans la SIC, ça peut être compliqué à gérer. Donc on a décidé que ce ne serait que des personnes morales. Donc ne peuvent être usagées que des personnes morales. Et donc là on a plusieurs types. On a les grands frères coopératifs, l'ODEKI, Coreba, qui sont rentrés
et qui nous ont aidés à constituer le capital et qui ont soutenu la démarche d'une création d'une nouvelle coopérative. Il y a AECA pour le lien à la langue basque, parce qu'on travaillait à l'époque assez de façon proche sur les questionnements de comment utiliser l'audiovisuel pour l'apprentissage. On a le lycée agricole Francescegna, parce que on est assez intéressé par ce côté de transmission et qu'on avait des opérations de travail avec eux, et la communauté de communes Galassi-Baïori, parce que pour avoir une subvention de la région, il fallait une entité institutionnelle présente dans les statuts, et deux, parce que ça nous semble essentiel que le projet de télévision locale soit ancré dans la politique locale, dans le réseau institutionnel local. On a essayé d'avoir le conseil général, mais c'était un peu tôt, un peu compliqué. Et après, il y a une quatrième catégorie qu'on a créée qui s'appelle les autres, parce que pour voir par exemple Éricois, on ne savait pas où le mettre, Éricois sont rentrés dans la capitale. Et donc il y a une catégorie autres partenaires, et qui est aussi la catégorie dans laquelle les salariés qui partent pour une raison ou une autre, pour la retraite ou parce qu'ils veulent changer de choses, s'ils veulent rester en contact, ils peuvent rester associés dans la structure. Ils changent de catégorie, ils sont dans cette catégorie autre. Donc ça c'est un peu le fonctionnement pour dire, bon voilà aujourd'hui qui y a autour de la table lorsqu'on fait une AG. Maintenant c'est tout le travail, et là ça c'est aujourd'hui en grande responsabilité mon travail, comment on communique, comment on décide, comment on rentabilise au maximum cette plus-value de dire il y a tous ces gens vachement différents qui ont chacun des connaissances, et comment ça nous fait travailler le projet de société au quotidien, comment on le fait évoluer grâce à ça. J'ai pas encore la réponse. On a construit, il s'est passé que l'année 2009, quand on s'est créé en 2009, on a fait dans la même année un déficit de 60 000 euros. On s'en remet là depuis l'année dernière. On a passé 3 ans pour s'en remettre. Économiquement, et donc on s'est occupé de ça, et avec tout le monde qui était d'accord. C'est vrai que c'était dur, la première AG, j'ai expliqué à tout le monde que le capital qu'il avait mis, il était déjà perdu, mais qu'on allait le récupérer, et là aujourd'hui les 2 dernières AG, j'ai réussi à dire que oui, on était en train de le récupérer. Donc ça, mais c'est vraiment une grosse question. Alors, pour rebondir un peu sur les choses qui ont été dites tout à l'heure, Fagor, tout ça, parce que c'est notre échelle, on a une unité de travail d'une dizaine, douzaine, voilà, ce mois-ci on avait un truc comme 12 fiches de paye, une douzaine de personnes. Alors on veut tous décider ensemble, mais on n'est pas tous au même niveau, on est d'accord qu'on n'est pas tous au même niveau de connaissance des enjeux, du contexte pour pouvoir prendre la décision. Et en fait tout est, je crois, actuellement mon position, ça veut dire que tout est une question de l'animation de ça. Et que ça, là où il y a vraiment quelque chose à travailler, c'est le profil des dirigeants de ce type de structure, qu'il faut qu'ils soient capables de garder ce lien-là, en ayant tout le temps le reproche de dire de toute façon vous décidez sans nous, parce qu'on est toujours dans des réunions, à droite à gauche, qu'on a les infos, c'est vrai c'est très riche, à partir du moment où on est à un certain niveau, et qu'on peut aller représenter la structure, ne serait-ce que venir ici et d'entendre ce qui s'est dit là cet après-midi, on ne peut pas à chaque fois être tous. Et à la fois, moi je repartirai d'ici avec un bagage supplémentaire, encore supplémentaire avec les autres. Et ça se multiplie parce qu'à chaque fois qu'on intervient quelque part, on a plus de capacité à réintervenir ailleurs ou à se dire, ah tiens, mais là-bas, je ne vais pas intervenir, mais je vais aller écouter. Et, bon, ça, alors, et ça, c'est comment on arrive à garder cette logique collective, parce que moi j'y crois profondément. Je crois que un dirigeant qui a vraiment la vision, il n'y arrivera jamais tout seul. Il a toujours besoin d'une équipe autour, et que c'est en ça que je crois. En tout cas, c'est pas ça que je crois, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, c'est comment on arrive avec des gros questionnements qu'il y a eu de temps en temps, de dire est-ce que je ne les ai pas vraiment tous amenés à décider ça? Parce qu'en fait, on a décidé, sur des décisions, on a décidé ce que je pensais qui était bien. Mais collectivement, mais à la fois, c'est de dire jusqu'à quel point je les ai amenés à décider ça. Est-ce qu'ils ont vraiment eu la possibilité de travailler? Mais avec des problématiques, enfin avec des moments dans lesquels c'est compliqué, parce que on passe de l'information, on passe de l'information à quelqu'un qui a des montages à assurer, en vidéo, il assure, il vient du lundi matin au vendredi soir, il a 10 films à sortir, il monte.
Je lui ai dit, voilà, le soir, ce serait bien si tu lis ça. Alors, ça, c'est sûr, moi, j'ai passé 4 réunions, plus 2 jours à l'écrire, tout ce truc. Je lui ai dit, ouais, c'est tout simple, tu écris, tu donnes ton avis, et puis au moins, comme ça, pendant la réunion, ce sera plus simple. Et après, il me dit, ouais, excuse-moi, je ne l'ai pas lu. J'ai moitié compris, et ça, je ne sais pas trop. Et ça, voilà, là, pour le moment, je suis coincé. J'arrive pas. On essaye des choses, mais là, c'est un truc compliqué. Par contre, on essaye des choses de temps en temps dans lesquelles c'est vraiment utilisé, on prend 2 heures tous ensemble, mais comment arriver à rentabiliser ces 2 heures-là pour pas que ça devienne 2 heures où on donne de l'info, qu'il n'y a pas de temps à la décision, mais dans lequel on va faire des jeux, on va faire des tours de table, donner chacun une idée, n'importe quoi. Si je vous dis ça, qu'est-ce que vous me répondez? Bon, et en fait, et à partir de là, travailler sur des résumés, des résultats, de dire voilà, avec tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il y en a qui ont envie de participer à des briefings de ça? On peut réunir tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de participer? Alors, essayer que ça tourne, que ça ne soit pas toujours les mêmes, on travaille comme ça. Pour aller jusqu'à pour moi, c'est des modèles, hein, mais c'est vrai qu'en Pau, par exemple, en Pau, j'en ai vu Irisar fonctionner, mais j'ai vu en Pau fonctionner de l'intérieur et de dedans. Et c'est vrai, avoir ces cellules autonomes qui, face à un projet, arrivent à s'autonomiser, élire leur leader, qui va, à partir de là, être le référent avec la direction, mais qui va changer, donc après, et qui s'oblige entre eux à changer, ils se changent, mais il faut voir comment ils se parlent dans les réunions, là, quand ils font les réunions de décision des mini-groupes. C'est intéressant, ça, c'est très 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 riche, et en fait c'est obligé, il me semble que c'est obligé que ça amène une plus-value à l'entreprise globale, parce que tout le monde se sent acteur et tout ça. Alors, après, avec le dirigeant d'Ampo, quand on avait discuté, qui disait oui, bon. Puis quand on le présente les bons côtés. Parce qu'après, il y avait vraiment des moments difficiles, quand il y a vraiment quelqu'un dans l'équipe qui va pas bien, qui donc a fait que l'équipe va pas bien. Alors est-ce que l'équipe le protège? Est-ce que l'équipe l'encadre? Jusqu'à quel point, à quel moment il y a besoin de passer à autre chose, de l'amener vers... Parce que l'équipe ou le travail ne résoudra pas son problème, qui est ailleurs. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et c'est vrai que lui-même, la relation aux autres salariés, moi, dans mon quotidien, s'il y a quelque chose qui est difficile, c'est ça, quoi. Et puis quelque chose auquel on n'est pas ni formé dans l'école, ni formé par ailleurs, c'est de gérer des personnes qui ont au quotidien des problèmes, des envies, des idées qui tombent bien ou pas bien. Donc voilà, vite fait. Après, je préfère que vous posiez des questions si vous voulez que j'approfondisse quelque chose. Au niveau des salariés qui sont embauchés, est-ce qu'il y a parfois des gens qui refusent au niveau de En fait, on a dans notre histoire de 2010, c'est que 3 ans, enfin 3 ans maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a 3 qui sont partis. À partir du moment où on s'est transformé, on a affronté une énorme crise sociale en interne, avec une remise en question de mon positionnement de gérant. Tout d'un coup, j'étais le patron. Tout d'un coup, je suis devenu le patron. Là, c'est pareil, autant le changement avec les banques, autant le changement avec l'équipe a été le même. Il y a eu, du jour au lendemain, c'était, voilà, à partir de maintenant, t'es le patron, donc maintenant, ça, tu te débrouilles. Alors que moi, j'étais à dire, attendez, vous avez bien suivi toutes les étapes, vous avez signé le même papier que moi, on est tous patrons. Vous êtes patron et moi. Il y en a certains, ça ne marchait pas. C'était pas dans leur logiciel, ils n'en ont pas voulu. Alors on a bien galéré, 2 ans. Et jusqu'au moment où on a trouvé un moment de dire non, c'est pas possible, ils sont partis. Enfin, on ne va pas changer la structure. Ils sont partis. Alors c'est plus compliqué que ça parce que c'est des cas particuliers. Chacun est un cas particulier. Il y a d'autres choses qui sont fait. Donc c'est le début de réponse. C'est-à-dire maintenant par contre, les nouveaux qui sont rentrés, parce qu'il fallait quand même faire rentrer, plutôt jeunes, et en fait plutôt attirés par ça. Avec j'ai senti une sensation de meilleure maîtrise de leur avenir en rentrant dans une structure comme ça. C'est partagé, je ne sais pas s'ils ont raison, mais j'ai senti ça.
Après, voilà, je pense qu'on évolue en vision aussi, quoi. Je sais pas si comment on sera quand que je serai confronté à cette logique-là de dire à quelqu'un, je crois que t'es pas fait t'es pas fait pour ça. T'es pas fait pour être dans une coopérative ou va dans une boîte où tu prendrais patron parce que ça fait, je sais pas. Mais des fois, je pense qu'il faut être capable de le dire parce que je suis pas sûr que ça marche avec tout le monde. La coopérative. Ah oui, ben, par contre, après, la plus-value, pour moi, c'est l'idée de groupe et de travail ensemble et de discussion. Il faut que ça soit animé, c'est fragile, il faut que ça soit animé. C'est vrai que là, le rôle, le fait de la facilité au niveau du groupe des dirigeants, pas beaucoup, mais de se couper, d'aller vers, je pense que plus on grossit, plus ça devient flagrant, quoi. Là encore, on se voit tous les jours. Mais donc ça, ce truc-là, c'est fragile, il faut le travailler tout le temps. Mais par contre, ouais, des idées dans les trajets en voiture, dans les trucs aussi, ça, j'ai entendu ça, regarde là, les gens sont acteurs, ils font leur travail à côté, mais ils apportent une structure, ça je pense c'est intéressant. Je pense que ça peut être demandé par rapport à vous, en discutant avec ces jeunes et tout ça, qui seraient prêts à dire que c'est intéressant de travailler dans une coopérative, mais j'ai l'impression qu'ils seraient capables de... Ben, disons que je pense qu'ils peuvent être capables, comme moi aujourd'hui, je sens une faiblesse je pense qu'il y a besoin vraiment d'un recul dans les 5 ans. En général, je dis rendez-vous en 2015-2016. Je pense que là, on aura passé un cap de maturation de la logique. Parce que là, on peut... donc je pense qu'il y en a qui sont dès à présent capables d'en parler comme étant quelque chose de très positif. Il y en a qui n'ont pas encore forcément ressenti totalement et je ne sais pas ce qu'ils en diraient. Je ne sais pas d'en parler, hein. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas trop si... Mais il y a des fois, sur des questions précises, c'est mieux maintenant ou avant? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. C'est mieux ou pas mieux. Enfin, donc là, je pense qu'il y a un truc, mais par contre, en France, on n'est pas prêt à la coopérative. Alors, au niveau des institutions, alors j'ai eu la chance de pouvoir avoir du coaching, ou avoir des gens payés pour venir nous aider à résoudre en particulier le problème social qu'on a eu. Quand je lui parlais d'impôts, c'était une gueule, je ne comprenais pas. Il dit mais non, il faut que vous soyez patron, vous êtes chef, il faut une hiérarchie. Alors je lui ai dit oui, d'accord, je comprends. Après je suis parti dans son sens-là parce que j'ai appris aussi beaucoup de là. Il y avait beaucoup de choses qui étaient pour résoudre un truc. À un moment donné, ce truc-là, il fallait qu'on pose des règles et des cadres. Et c'est vrai que ça m'a permis de le faire et on l'a fait. Mais par contre, j'ai ressenti le fait de dire et le droit social. Là, je suis en porte-à-faux de temps en temps avec mes conditions militantes et mon travail de gérant. Mais aujourd'hui, le fait que certains salariés puissent se retrancher derrière des problèmes, la loi, pour ne pas s'impliquer dans le projet, moi, ça me fait disjoncter. En plus, quand c'est des militants, en fait, quand je dis c'est des militants. Mais là, je pense qu'il y a des nœuds complexes et qu'aujourd'hui, voilà, de la loi, alors je ne sais pas, le travail qui est en train d'être fait autour de l'ESS, etc., il y a peut-être des choses des portes qui vont peut-être s'ouvrir, peut-être, mais là, je pense qu'il y a des choses à changer. Hein, l'échelle des salaires, s'il te plaît. Aujourd'hui, l'échelle des salaires, on est je ne connais pas le truc. Moi, je suis autour de 1500 € et les autres sont SMIC. Oui, c'est un extrême de la coopérative. Ah oui, mais parce que le projet économique pour le moment, il ne permet pas autre chose. Comment longtemps que j'aurai. Si j'augmente quelqu'un en premier, ça sera bon. Non. Aujourd'hui, en plus, il nous est arrivé une petite aventure, c'est qu'au moment où on a envoyé à la préfecture l'agrément SIC, en fait, ils en avaient fait une à l'époque, mais c'était pas le même service, il n'y a pas de service spécialisé au niveau de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Et donc, on a reçu l'agrément entreprise économie sociale et solidaire, ou entreprise, voilà.
On a reçu cet agrément. J'ai envoyé, j'ai appelé la directe, j'ai dit excusez-moi, c'est pas le bon papier. Mon papier, je lui ai renvoyé le modèle. Mon papier doit en gros ressembler à ça. Et donc elle m'a dit ah merci pour vous, comme ça je garde le modèle. Elle n'avait jamais eu le cas. Donc là on est sur une échelle de 1 à 5. Et en fait c'est intéressant parce que j'ai été voir le truc et pour le moment je m'appuie sur ces textes-là pour continuer à travailler. Ça me semble assez cohérent par rapport au projet qu'on a ici de s'appuyer sur des choses qui ont été déjà travaillées, réglementées, entre guillemets réglementées. Donc si a priori on essaierait de rester là-dedans. La décision entre les collèges, mais en fait là aussi c'est pareil, c'est qu'il y avait donc quand on construit la SIC il y a des catégories d'associés et on a la possibilité de créer des collèges. Mais c'est une possibilité, c'est pas obligé. Et donc on a décidé de ne pas en faire. Donc pour le moment les 20, on considère que les origines des 20 personnes font qu'aujourd'hui s'il y a un gros conflit, c'est un gros problème. Donc autant qu'il y soit. Le conflit, et que des alliances puissent se faire entre les personnes. Le problème de mettre les gens en collège, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une résolution d'un conflit, à avoir tous ensemble, ils seraient répartis par les décisions par collège, et que ça faussait la donne, et puis en plus, c'est que chaque AG fait que chaque collège doit délibérer, et à chaque collège doit redélibérer, ça a augmenté pour une plus-value non visible le travail administratif. Donc pour le moment, on est un homme du bois sur les 20 associés avec les derniers AG où donc, je ne vous cache pas un peu ma déception, c'est qu'aujourd'hui tout est passé à l'unanimité et que bon, je considère que c'est une phase de début, mais là où je sens la faiblesse de l'animation et de ce travail-là, c'est que j'aimerais que ça soit un AG soit un vrai lieu de débat, de discussion des projets d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec cette structure et, voilà. Enfin, en particulier, une propension un peu, de ma part en tout cas, à essaimer. Voilà, enfin, on a le cas concret avec Etikop, avec des jeunes sous le terme qui sont en train de monter une activité et qu'on a pris un contrat qu'ils ont alors qu'ils ne sont pas encore constitués en entité sous Alvarez Vidéo. Alors je sais que là, les comptables, tout ça, ils me regardent avec des yeux en disant c'est hyper dangereux et tout. Ouais, mais voilà, mais à la fois c'est ce truc d'essaimage, mais à la fois ce serait bien qu'on puisse le valider ou le discuter en AG ou avoir des liens avec les coopérateurs pour de temps en temps mesurer les risques de dire est-ce que jusqu'où on peut aller dans ce type de... La coopérative d'activité et d'emploi est le fruit d'une démarche collective développée sur le territoire de la communauté des communes du Seignan. Le territoire a souhaité mettre en place, avec tous les acteurs qui étaient présents, des sortes d'assises permettant d'identifier quels étaient les besoins pour favoriser le développement économique sur la communauté des communes du Seignan. Il a été identifié qu'il manquait une phase entre le statut de salarié et le statut de chef d'entreprise. Une phase permettant à certains porteurs de projets éloignés de la culture entrepreneuriale de passer le cap de la création d'activités. Ça a été identifié, bien entendu, par les acteurs de la création d'activités, les acteurs de l'insertion, tous ceux qui faisaient partie de ce collectif de réflexion autour du développement économique du Seignan. Et donc, il a été identifié qu'il fallait cette phase. On a choisi donc de mettre en place un outil, à l'époque, qui était très novateur, puisqu'on fait partie des premières coopératives d'activité d'emploi du territoire national. Et donc, pour incarner aussi cette démarche collective, il a été décidé de créer une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui était aussi une des premières de France. Donc, à ce niveau-là, on a testé un nouveau type d'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui est très important pour nous et que nous souhaitons aussi porter comme message aux porteurs de projets, puisque les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des structures qui permettent à l'ensemble des parties prenantes d'un projet de participer à leur gouvernance. À savoir que dans une société coopérative d'intérêt collectif peuvent être sociétaires, bien entendu, les salariés, mais aussi les utilisateurs. Dans notre cas, les porteurs de projets ont la possibilité d'acquérir une part sociale. Peuvent être sociétaires aussi les collectivités.
qui sont souvent à l'origine de ce type de projet et qui en sont aussi les financeurs. Les entreprises font aussi partie de notre sociétariat et les prescripteurs. Nous avons par exemple l'atelier Landberry, qui est un organisme d'aide à la création d'entreprise, ou l'association Anderenaya, qui fait aussi partie de notre sociétariat. Donc nos sociétariats reflètent la diversité des acteurs qui ont permis de créer le projet et qui le développent aujourd'hui. Et c'est donc eux qui participent à la gestion et au développement de notre entreprise. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est aussi en ça qu'on est dans une démarche collective et que ça permet aux porteurs de projets de participer à ce collectif-là. Donc les porteurs de projets ont la possibilité d'acquérir des parts sociales. Dans une société coopérative d'intérêt collectif, on applique le principe du monde coopératif d'un homme, une voix. Donc ça veut tout simplement dire que j'ai 1000 parts sociales ou une part sociale, j'ai le même poids dans les décisions de l'entreprise. Donc les porteurs de projets ont le même poids qu'une collectivité ou qu'une entreprise qui fait partie de la gouvernance. Donc la CAE est leur outil.